Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Un petit message pour vous prévenir que nous avons rencontré des petits problèmes de coupure et de qualité du son durant les 30 premières minutes de cet enregistrement. Nous nous excusons donc par avance pour la gêne occasionnée. Aujourd'hui, nous recevons Raphaël Khalef, praticien en Ayurveda et astrologue védique. Astrologie védique que l'on appelle Jyotishi en sanskrit. Jyotish signifiant science des corps célestes en sanskrit. Nous allons vous faire découvrir l'astrologie védique, une science complémentaire de la médecine ayurvédique qui s'adresse à la guérison du corps subtil, c'est-à-dire le corps énergétique. Bonne écoute! Bonjour Raphaël et bienvenue sur le podcast Ayurveda. Bonjour Nat et Lorraine, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Est-ce que pour commencer cet épisode, tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a amené à l'Ayurveda et au Jyotish? Alors, ce qui m'a amené à l'Ayurveda, comme beaucoup de gens, d'abord, c'est de tomber malade et d'avoir une maladie chronique. En ce qui me concerne, la maladie de Crohn's et le syndrome du côlon irritable. Donc, on remonte à déjà longtemps, 96, 97, et puis l'impression qu'aucune médecine conventionnelle ne pouvait m'aider. Je suis pourtant fils et petit-fils de médecins. Et j'ai d'abord essayé la médecine chinoise, qui m'a un peu soulagé. Et puis un jour, je suis tombé sur un bouquin à l'époque de Deepak Chopra. Il n'y avait pas grand-chose sur l'Ayurveda. Et en mettant en application des petits conseils, je me suis rendu compte que ça allait tout de suite beaucoup mieux au niveau digestif. Je vous passe les détails de fil en aiguille. Ça a changé ma vie au point de décider de partir en 2000-2001 étudier avec le docteur Vasant Vlad aux États-Unis, qui était à l'époque un peu une des seules école d'Ayurveda à temps plein pendant 2 ans avec un vrai détenteur de tradition. En 97, quand je disais Ayurveda, les gens me disaient à vos souhaits. Et m'expliquaient que le nom était trop compliqué et que ça marcherait jamais. Donc aujourd'hui, quand je revois ces gens-là, je leur fais remarquer qu'il y a des pubs gel rituel d'Ayurveda pour des gels douches à la télé. Donc les choses ont bien changé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas très nombreux. Et ensuite, quand je suis parti aux États-Unis, ce qui m'a intrigué, parce que moi, au départ, je n'ai absolument pas une formation d'astrologie ou d'ésotérisme, etc. Ce qui m'a intrigué, c'est quand on voyait des patients avec Dr Ladd, de le voir dire des choses sur les patients, donc je savais très bien que c'est pas possible de savoir ça par le pouls. Et j'étais intrigué par le fait qu'il regardait un petit bout de papier sur lequel il y avait des triangles et des carrés imprimés, jusqu'à ce que je comprenne, c'est le thème astral. Et il arrive à dire ces choses-là, à nous sortir, par exemple, quand est-ce que la personne allait guérir d'une maladie chronique, à partir de ça. Donc c'est là que j'ai compris que dans la manière ancienne de penser l'Ayurveda, il y a cette modalité complémentaire qui permet vraiment de comprendre les choses de manière beaucoup plus globale et qui a toujours été pratiquée autrefois en complément d'Ayurveda. D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance d'étudier avec quelqu'un qui était à la fois médecin ayurvédique et astrologue védique. Ce qui était le vieux modèle, le vieux paradigme, un peu comme en médecine chinoise. Autrefois, les maîtres d'arts martiaux étaient aussi médecins, ils connaissaient la calligraphie, tout ça, c'est le vieux modèle. Évidemment, aujourd'hui, même en Inde, souvent, les médecins ayurvédiques sont très compétents, mais ils n'ont pas la connaissance de l'astrologie. Et inversement, les astrologues védiques souvent ne connaissent pas forcément la médecine. Donc moi, c'est vrai que ma mission, c'est maintenant que j'ai passé depuis à peu près 2003, je consulte en Ayurveda, donc ça fait 15 ans. Et là, je me consacre au Jyotish depuis 2010.
et j'offre des consultations dans les deux modalités en essayant de faire comprendre que voilà, les Védas nous proposent un modèle dans lequel on peut comprendre un peu tous les aspects de notre vie, de notre santé, de notre évolution, en regardant les choses dans leur ensemble. Donc aujourd'hui, tu accueilles tes clients à la fois pour la partie consultation en Ayurveda, mais aussi astrologie védique. Ton cabinet, il se trouve où? Alors, je reçois pour ce qui est de l'Ayurveda en personne chez moi dans l'Aude, dans mon petit village de Chalabre, et à Toulouse, qui est à 1 heure d'ici. Je me déplace également aussi en consultation sur Paris régulièrement, et puis sur la région PACA, Toulon, Marseille, etc. Alors c'est vrai que pour l'Ayurveda, je suis un peu traditionnaliste, je pense que ça doit se faire en personne. En revanche, pour le Jyotish, une très grande partie de mon activité se fait à distance, par Zoom, par Skype, avec en fait des gens du monde entier. Puisque je suis bilingue anglais, donc j'ai à la fois une clientèle en astrologie védique en France et un peu partout dans le monde. Alors du coup, on va rentrer un petit peu plus dans les origines et le fondement du Jyotish. C'est notre sujet de cet épisode, plus particulièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'astrologie védique qu'on appelle Jyotish? Quelle est son origine? Alors, Jyotish veut dire science de la lumière, et pour ceux qui connaissent déjà l'Ayurveda, ça veut dire la science de la vie. En fait, si on remonte un peu en amont de ça, toutes ces connaissances viennent des Védas. Les Védas, c'est tout un corpus. En Occident, les choses ont tendance à arriver un peu par bribes, c'est-à-dire le yoga est arrivé il y a 50, 60 ans, l'Ayurveda maintenant a fait son chemin grâce à des gens comme vous deux. Le Jyotish, l'astrologie védique commence à peine à arriver. Et puis, d'autres sciences védiques qui sont importantes, comme le Vastu Shastra, qui est le Feng Shui védique, le Vedanta, qui est le système de méditation, etc., sont encore un peu inconnus. Mais au départ, les Védas, c'est un système, en quelque sorte, de science qui aide l'individu à traverser la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a plein de choses difficiles. Donc, c'est un système de navigation intégré dans lequel il y a beaucoup de choses. Alors, le modèle que je donne en général dans mes consultations pour que les gens comprennent le modèle, c'est les poupées russes, les 4 corps. Dans les Védas, un individu, c'est essentiellement 4 corps. Un corps physique, littéralement le corps de nourriture en sanskrit, donc l'importance de la nutrition. Le corps énergétique, quand on va voir un acupuncteur ou qu'on a des soins marma en Ayurveda, on traite ce corps-là. Et cette partie-là, j'ai tendance à dire, c'est plutôt l'Ayurveda qui s'en occupe. Et puis, il y a le corps mental, qu'on connaît tous en Occident avec la psychologie, et le corps karmique ou corps astral, où là, effectivement, c'est une notion qui est encore un peu floue pour un occidental. C'est l'idée, en fait, que chacun d'entre nous, on est comme un kaléidoscope d'énergie. Pensez un peu, je sais pas si c'est de votre génération, mais la mienne, il y avait le Rubik's Cube quand on était jeune, où il y a plein de couleurs, il y a plein de choses qui se mélangent. En fait, d'après l'astrologie védique, chacun d'entre nous, à la naissance, on est comme un Rubik's Cube ou un kaléidoscope d'énergie planétaire qui représente nos forces, nos faiblesses, et dans la manière de penser de l'un, nos karmas, c'est-à-dire les obstacles qu'on va rencontrer dans la vie, et aussi les choses qui sont faciles et naturelles. Donc, dans les Védas, ces deux sciences, l'Ayurveda et le Jyotish, ont toujours été conçues comme étant des manières de traiter les 4 corps. Et ça se traite en quelque sorte ensemble. À l'origine, le fondateur du Jyotish, d'ailleurs, Parashara, c'est le petit-fils de la personne qui a écrit les Védas. Donc c'est un peu une histoire de famille. Mais il s'est spécialisé sur la science astrologique parce qu'il faut comprendre qu'en Inde, on appelle le Jyotish, on appelle ça l'œil des Védas. C'est la science qui permet de comprendre pourquoi certaines choses se passent à certains moments, à la fois dans la vie d'un individu, et on peut aussi faire une astrologie védique sur ce qui se passe à l'heure actuelle sur la planète, ou ce qui se passe dans un pays, etc. Donc c'est vraiment l'idée que grâce à ça, on peut comprendre le pourquoi des événements de la vie. Donc c'est vrai que c'est une science qui a été très développée en Inde, parce qu'en gros, quand un jeune brahmane est intelligent, on l'oriente vers l'astrologie. Donc c'est vrai que la quantité d'informations qui a été recueillie, bon, les Védas, la plupart des scientifiques s'accordent à dire que ça remonte au moins à 3500 ans. Ça fait au moins 3500 ans que, on va dire, les cerveaux les plus performants de l'Inde se consacrent à étudier l'astrologie. D'ailleurs, tous les formateurs que j'ai eus
dans le Jyotish, l'astrologie védique, ont la même formation de base, ingénieur. Je ne connais aucune exception. Donc il y a un esprit curieux, il y a un esprit scientifique qui en même temps est complètement intéressé par l'aspect ésotérique. Et c'est vrai que dans ce sens-là, c'est très différent, parce qu'en Occident, quelqu'un qui serait à la fois médecin et astrologue, ça nous paraît un peu être des choses antithétiques en fait. Ouais. Et ce côté scientifique, ça veut dire que quand on fait le thème d'une personne en Jyotish, on va se baser sur des éléments qui sont très concrets, peut-être comme la date de naissance, le lieu, etc. Comment on fait pour calculer le thème d'une personne? Alors, exactement. Donc en fait, évidemment, heureusement pour les nuls en maths comme moi, il y a aujourd'hui des softwares, des logiciels qui permettent de faire automatiquement des calculs qui sinon sont extrêmement complexes. En fait, il y a des mathématiques védiques derrière tous ces calculs. Mais effectivement, tu as raison, l'élément de base qu'il faut avoir, c'est la date, le lieu et l'heure exacte de naissance. Alors c'est vrai que en Inde, comme c'est une société très influencée par l'astrologie, même au fond des campagnes, on note à la minute et parfois à la seconde près l'heure de naissance de la personne, parce que pour certaines choses dont on va peut-être parler ensemble, il y a tellement d'informations en Jyotish, c'est vrai que 10 minutes ou 15 minutes peuvent faire une différence. Quand les gens me disent « Oh, vous croyez vraiment que c'est important ?» Je leur dis « J'ai par exemple dans ma clientèle 2 personnes qui sont jumelles, et il y en a une qui est psychologue, et l'autre qui est mécanicienne. Elles ont 7 minutes d'écart. Vous croyez vraiment que ça ne fait aucune différence? Donc c'est vrai que c'est très précis. Donc un de mes points faibles, c'est que quand quelqu'un n'a pas du tout son heure de naissance et ne sait même pas s'il est né le matin ou le soir, je ne suis pas spécialiste de ce qu'on appelle la rectification de l'heure de naissance, qui est un travail que font d'autres astrologues spécialistes. Et à partir du moment où il y a, on va dire, 30 minutes à peu près d'écart, je peux faire le travail de calculer l'heure de naissance exacte. Plus on a l'heure de naissance exacte, plus on va avoir accès à des couches et des couches d'informations, puisque, pour te donner une idée, sur chaque individu, en fait, il y a une quinzaine de thèmes. Si quelqu'un a une question sur sa relation aux grands-parents, on peut regarder un thème spécifiquement sur les grands-parents. Ce matin, j'ai eu un client qui m'a donné les données de naissance de ses 4 enfants. Et évidemment, on a analysé le thème de chaque enfant, mais on peut aussi analyser le rapport du père avec ses enfants. Bien évidemment, il y a un thème professionnel. Il y a aussi un thème spirituel sur l'évolution spirituelle de la personne. Évidemment, ce qu'on appelle les amshas, c'est-à-dire les thèmes divisionnels qui donnent de plus en plus d'informations sur l'individu. Plus on a une heure de naissance précise, plus on va pouvoir avoir accès à des couches et des couches d'informations. Et justement, jusqu'où on peut aller, quelles sont les informations que peut nous fournir le Jyotish à un individu? Donc tu parlais au niveau des relations, mais j'imagine qu'au niveau médical aussi. Oui, Quels sont les domaines qu'on bien peut sûr. aborder? Alors, pour essayer d'avoir une vision synthétique, moi j'essaye de faire comprendre qu'il y a 4 niveaux d'information qui sont les plus importants. D'abord, le thème natal. Le thème natal, comme je disais, c'est une manière de comprendre pour chaque individu. Chaque personne est un kaléidoscope d'énergie unique. Du point de vue de l'astrologie védique, tu es une personne unique. Personne n'a jamais été créé et ne sera plus jamais créé comme toi. C'est ce que mon maître d'Ayurveda déjà disait, chaque client est un dieu. C'est-à-dire, c'est une création absolument unique que l'univers n'avait jamais proposée auparavant. Donc, la première couche d'information, c'est que chaque personne apprenne à connaître son kaléidoscope, c'est-à-dire les 9 énergies, les 9 planètes qui constituent le thème astral. En fait, c'est 9 parties de nous-mêmes. J'essaye de dire à mes clients que quand on parle des planètes, je ne vous parle pas des planètes qui sont à des milliards de kilomètres. Quel rapport ça peut avoir avec vous? Quand on parle de Jupiter, on parle de votre Jupiter, c'est-à-dire votre créativité. Quand on parle de Saturne, on parle de votre propre énergie saturnienne, c'est-à-dire votre capacité d'organisation. C'est de ça dont on parle. Donc c'est nécessaire du point de vue de l'Ayurveda, du Jyotish, de l'astrologie védique, que chacun d'entre nous apprenne à connaître les 9 parties de nous-mêmes.
Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le timing de vie. Comme je disais tout à l'heure, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. En tout cas, c'est pas un fleuve répétitif. Donc, chaque personne a un timing bien précis, avec des périodes planétaires qui nous amènent certaines expériences de vie. Certaines sont plus faciles que d'autres, évidemment. On a chacun des transitions à certains moments entre un morceau de notre vie et un autre morceau. On est affecté par les transits des planètes. Un exemple évidemment actuel, c'est qu'à l'heure actuelle, ce qu'on appelle le point des éclipses, Rahu, qui est lié à tous les pathogènes, se trouve dans la constellation des Gémeaux, qui est la sphère ORL et les poumons. Donc évidemment, du point de vue d'un astrologue védique, on sait ce qui se passe au niveau de l'astrologie mondiale. Et je ne suis pas en train de dire qu'on pouvait absolument prévoir tout ça. Mais pour vous donner une idée, on peut faire le thème d'un pays comme on fait le thème d'un individu. On peut aussi essayer de comprendre ça. Ouais, je fais juste une précision pour les auditeurs qui écouteront cet épisode à une date ultérieure. Au moment où on enregistre cet épisode, on est en période de pandémie liée au Covid-19. Voilà. Donc, d'où ce que tu disais. Merci. Voilà. Merci de préciser ça. Et puis, troisième élément que, au fur et à mesure de mon travail avec l'astrologie védique, j'ai rajouté, c'est ce qu'on appelle l'astrocartographie, qui ne fait pas en soi partie du système d'origine, mais qui a été développé par un Américain dans les années 70, qui est l'idée qu'en plus d'un timing de vie, chacun d'entre nous a une carte du monde, c'est-à-dire que les énergies de notre corps astral, elles ont des correspondances avec des lieux particuliers du monde. Quand on va en voyage quelque part et tout d'un coup on se sent incroyablement bien ou on se sent terriblement mal, c'est parce que quand on va à un certain endroit, on reçoit une certaine énergie positive, neutre ou négative. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui où les gens bougent, et bougent beaucoup plus qu'autrefois, c'est aussi important parce que l'idée dans l'astrologie védique, c'est que pour s'assurer du succès ou de la réussite, il faut faire la bonne chose au bon moment et au bon endroit. Et puis le quatrième élément, c'est plus qu'on a à voir avec les racines spirituelles de l'Ayurveda, ou là évidemment de l'astrologie védique et de l'Ayurveda, où là évidemment on est plus sur la vision indienne ou hindoue des choses. Dans ce système-là, on n'a pas qu'une seule vie. En fait, nous avons des successions de vies. Donc chacun d'entre nous a ce qu'on appelle un axe karmique ou un axe de transformation. Donc j'insiste beaucoup là-dessus dans mes consultations. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on a une partie de nous qu'on a déjà développée, qui nous aide beaucoup dans la première partie de la vie. Et puis par définition, si on est revenu s'incarner, c'est parce qu'on a rencontré une forme d'impasse et qu'on vient chercher quelque chose, on vient développer une certaine partie de nous qui correspond à une autre partie du ciel. Et ça, cet axe karmique, en fait, d'après l'astrologie védique, ça conditionne tout dans la vie, surtout après 40 ans. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, du point de vue de l'astrologie védique, c'est quand quelqu'un commence à répéter le même scénario, à refaire la même chose que ce qui a déjà été le cocon, en quelque sorte, reste dans son cocon. Il y a une sorte d'impasse qui peut justement donner lieu à des maladies, et en général des maladies dont on n'a pas trop envie d'entendre parler. Alors qu'à l'inverse, il y a déjà le modèle que chacun d'entre nous ait fait à un certain moment pour sortir de notre zone de confort et aller vers une direction qui est la croissance spirituelle. Et c'est ça qui va permettre justement de protéger, surtout après 50 ans, la personne contre la venue de maladies qui seraient en fait des signes qu'envoie la vie qu'on est dans une stagnation et on refuse d'évoluer. Voilà, donc ça c'est essentiellement les 4 aspects que, disons, dans une consultation initiale d'astrologie védique, la personne doit arriver à comprendre ces 4 choses-là. Après, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement d'informations disponibles en astrologie védique que le problème pour moi c'est plutôt que ça ne soit pas un trop plein d'informations. C'est pour ça que moi je travaille sur la durée avec mes clients. Mais si on veut en général avoir une vision sur la vie professionnelle, il y a ce qu'on appelle le dashamsha, c'est-à-dire le thème professionnel. Il y a effectivement une analyse sur la santé. Parfois, il m'arrive de faire des consultations qui sont en fait des consultations à la fois d'Ayurveda et de Jyotish, ou quand je ne peux pas me déplacer, comme ça a été beaucoup fait dans le temps passé en Inde, quand le médecin ne pouvait pas se déplacer, un membre de la famille pouvait au moins amener
les données de naissance de la personne, et sur la base du thème astral, le médecin pouvait donner des remèdes pour le reste de la famille qui ne s'était pas déplacé. C'est quelque chose qui existait aussi au Tibet ou en Chine, avoir accès aux médecins. Donc là, c'est pareil, c'est possible de faire une consultation et un diagnostic d'Ayurveda sur la base du thème astral, puisque dans le thème astral, chaque planète correspond à certains organes, chaque planète correspond à certains tissus, à des dhatus, à des shrotas, à des canaux, etc., etc. Et on peut voir l'évolution dans le temps, on peut voir les faiblesses de la personne. Si on y va par là, on peut même voir les causes de mort. Et évidemment, là, on est sur un autre paradigme. Parce que, en général, en Inde, la première question qu'un Indien va poser à un astrologue védique, c'est combien de temps il me reste. Personne ne me pose cette question ici, parce qu'en Occident, on a un autre rapport à la vie et à la mortalité. Hein. Mais c'est pour dire que, évidemment, dans le détail, si quelqu'un, effectivement, regarde ce genre d'aspect, oui, il y a des techniques pour lire ce genre de choses. Est-ce que pour autant tout est écrit par avance? Non. Justement. C'est tout l'intérêt, parce qu'à ce moment-là, on peut se dire, à quoi ça sert d'avoir développé toute cette science pour donner l'impression aux gens qu'on contrôle rien et qu'il y a pas de liberté? Pas du tout, au contraire. Le but de l'origine du Jyotish, c'est de voir qu'est-ce qui peut être changé. Et donc, ce qui, moi, m'a toujours intéressé dans cette science, c'est ce qu'on appelle les upayas, c'est-à-dire les milliers de remèdes. Les Indiens sont à la fois des gens très spirituels et très pragmatiques, c'est-à-dire exactement au cours des siècles et même des millénaires, ils ont développé des méthodes qui permettent à chaque problème de trouver une solution. Alors la solution, en même temps, c'est pas un claquement de doigts. Il est évident que la solution, elle va supposer de la part de la personne d'accepter de faire une action, en général une fois par semaine ou une fois par mois, qui va être répétitive sur le temps et à travers les semaines et les mois. Et ça va changer totalement les indications qui, effectivement, dans le thème astral, pouvaient être négatives. Je vous donne un exemple pour que ça soit concret. Il y a quelque temps, j'ai eu une consultation à Paris avec une jeune femme d'une trentaine d'années où je vois que dans son thème de naissance, Mars est très mal placé en cancer. Alors en astrologie médicale, Mars c'est la vésicule biliaire, c'est le sang. Et donc je lui pose des questions sur sa santé en disant, à mon avis, vous digérez très mal les graisses, la vésicule ne fonctionne pas, et vous avez des problèmes dermatologiques parce que il y a des toxines dans le sang. Pas du tout, absolument pas. Et toutes les questions que je lui posais, que je pensais devoir correspondre à sa position planétaire, elle me répondait par la négative. Donc au bout d'un moment, je lui ai dit de deux choses l'une. Ou votre heure de naissance est fausse, ou vous faites quelque chose qui a changé les indications qu'il y avait dans votre thème. Mars, la meilleure technique pour travailler avec Mars, c'est les arts martiaux. C'est pour ça qu'on appelle les arts martiaux, puisqu'on travaille sur Mars. Cette personne me dit, oui, effectivement, je suis 5e dan, ceinture noire 5e dan d'aïkido. Donc là, il y a la compréhension dans le Jyotish que via une action sur une énergie planétaire, cette personne est arrivée même à changer des indications qui pourtant des indications très fortes, même sur sa santé. Donc ça montre bien à quel point ce n'est pas fixe. Mais il faut une quantité d'efforts, il faut une volonté, il faut déjà que l'astrologue ou la personne elle-même repère le problème. Mais d'entre nous, si on le veut, et si on a l'énergie à investir là-dedans, on peut modifier même des choses qui auraient pu être des causes de maladies chroniques, qui peuvent être héritées également. On voit dans le thème astral des choses qui peuvent être génétiques ou qui peuvent être transgénérationnelles. Tout ça, le génie des Indiens, ça a été de développer des méthodes très concrètes, dont j'espère on parlera, pour changer, renforcer ou à l'inverse minimiser les énergies planétaires qui peuvent amener des obstacles dans la vie de la personne. Alors ça veut dire que quand tu rencontres un client qui a un problème sur le plan médical et que tu te rends compte que c'est lié à son thème astral, quel est le genre de thérapie que tu vas proposer pour pouvoir résoudre sa problématique? Bon. Alors, comme quand même j'ai ma formation de praticien en Ayurveda, j'en reviens toujours à la nutrition parce que
tous les gens qui suivent l'Ayurveda le savent, en Ayurveda, la règle, c'est que si l'alimentation est incorrecte, les remèdes, ni les plantes, et même les remèdes astrologiques ne vont pas fonctionner. Donc quand même, Évidemment. quand je vois un problème qui donne, par exemple, des déséquilibres de digestion, prenons par exemple le cas que je vous ai donné, quand Mars est faible, la vésicule biliaire est très faible, ou par exemple quand le soleil dans le thème est faible. Qu'est-ce que c'est que le soleil? C'est Agni. Agni, c'est-à-dire le feu digestif. Bon, donc je m'assure de voir que la personne a bien, du point de vue de l'Ayurveda, une alimentation correcte et éventuellement, puisque ma spécialisation du côté ayurvédique, c'est l'herboristerie ayurvédique, je vais proposer des plantes. Mais quand on va sur le terrain astrologique, pour rester sur cet exemple, je vais me demander comment je peux renforcer la puissance solaire dans la vie et dans le thème de la personne. Alors, l'astrologie védique travaille avec tout un ensemble de méthodes. Par exemple, Jyotish, ça veut dire science de la lumière. On peut travailler avec la chromothérapie. Alors là, bravo, je vois que le jour de Mars, tu portes du rouge. C'est très bien, puisque comme moi, le rouge étant la couleur de Mars, quand on veut se connecter avec une certaine énergie, on peut le faire via la chromothérapie. Et puis, si on va dans des choses plus concrètes, la force solaire autour de nous, c'est quoi? La nature, la connexion avec la nature. Quelqu'un qui a un soleil faible et qui va avoir des problèmes de digestion chronique, je vais lui conseiller le dimanche, en anglais le Sunday, le jour solaire, de passer autant de temps que possible dans la nature au contact des 5 éléments. Et ça induit une transformation des énergies planétaires dans le corps astral de la personne, de semaine en semaine, de mois en mois, qui va permettre même à tous les remèdes ayurvédiques, les plantes, les changements de nutrition, etc., de fonctionner. Après, on peut utiliser des méthodes plus spécifiques si les personnes sont ouvertes à cela. Par exemple, dans le Jyotish, on utilise beaucoup le son, les mantras thérapeutiques. Donc, il y a toute une science qui est très développée dans l'astrologie védique de la sonothérapie ou de la mantra-thérapie par lequel on va pouvoir changer des indications fortes en demandant à la personne de réciter en général soit chaque jour, soit une fois par semaine, un certain mantra qui va agir sur une certaine énergie planétaire. Parfois, c'est plus simple, parce que si on prend pour mesdames et mesdemoiselles, les femmes, une énergie vitale, c'est Vénus. Comment est-ce qu'on renforce Vénus? Alors certes, on peut porter un diamant, mais ça coûte cher, surtout pour le partenaire ou le mari. Mais on peut tout simplement, et ça fait aussi partie des techniques qui sont très développées dans l'Inde traditionnelle, renforcer Vénus, ça veut dire danser. Si je vois quelqu'un dont la Vénus est mal placée dans le thème astral, ce qui peut donner par exemple un problème avec les relations amoureuses ou la connexion avec un partenaire ou la vie amoureuse, la première chose avant d'aller penser à des mantras compliqués ou à des techniques qui sont quand même très subtiles, c'est demander à la personne d'aller danser tous les vendredis. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus simple pour activer cette énergie planétaire. C'est pour ça que partout où on va sur la planète, chaque culture du monde a une danse traditionnelle. Sinon, ça n'existe pas. Donc, j'essaye de faire comprendre aussi, par rapport à l'astrologie védique, que bien sûr, parfois, on l'appelle l'astrologie hindoue. Alors moi, j'ai du mal avec cette dénomination, parce que l'astrologie védique en Inde, elle est pratiquée certes par des hindous, mais aussi par des musulmans, par des jaïns, par des zoroastriens, par des bouddhistes, par des chrétiens, etc., etc. Donc, elle n'est pas liée en particulier à une religion. Que la plupart des astrologues védiques dans le monde soient hindous, c'est un fait, d'accord, c'est une majorité. Mais pour autant, j'essaye de faire comprendre aux gens que le langage planétaire, c'est un langage universel. Les planètes sont les mêmes qu'on habite au Paraguay, au Zimbabwe ou à Rishikesh. Et ces techniques-là qui ont été mises au point par les anciens, les rishis, les sages des Védas, l'avantage qu'elles ont, c'est d'être des techniques universelles qui ne demandent pas une connaissance particulière de la philosophie ni de l'Inde, en fait, et qui demandent simplement de comprendre que chacun d'entre nous, on a ce corps subtil et qu'on a une capacité à travailler avec ces énergies
Parce que souvent, ce que je vois, c'est que, au contraire, parfois, des personnes vont faire, sans le savoir, exactement ce qu'il ne faut pas, comme par exemple, ce que je vois beaucoup à Paris, des gens qui portent beaucoup de noir. Alors ça se comprend, puisqu'on veut se protéger de l'énergie des autres. Mais le noir étant par exemple une couleur connectée à Saturne, qui en général est le maître des obstacles dans le thème astral, si on porte du noir du lundi au dimanche de la tête aux pieds, qu'on le veuille ou non, on renforce une certaine énergie. Alors après, toute la question est de savoir, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça ne l'est pas? Ça, il faut regarder le thème astral pour le savoir. C'est pour ça que les choses sont très spécifiques et que parfois, moi, quand je vais dans des magasins, même de lithothérapie, et que je vois marqué « ça, c'est bon pour ça », non. Du point de vue de l'astrologie védique, la même pierre qui peut donner le succès et la réussite à une personne risque de créer des obstacles pour une autre. Parce que chacune de ces énergies, dans le thème astral, chacune des énergies planétaires va avoir un statut particulier. En quelque sorte, parmi les 9 énergies, vous allez avoir votre équipe de soutien et vous allez avoir des énergies qui sont des obstacles. Si une personne, sans le savoir, fait des activités, porte une certaine couleur, développe une certaine énergie qui en fait est une énergie d'obstacle, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas l'impression d'avancer. Mais je suis toujours sidéré à quel point dans ma clientèle, c'est pas lié au quotient intellectuel, c'est pas lié aux études. Vraiment, ça traverse toutes les couches de la société. À partir du moment où une personne s'ouvre à expérimenter avec des techniques qui nous connectent à notre corps astral, tout le monde en ressent les résultats. Ça veut dire qu'on peut faire des erreurs finalement pour sa santé sans vraiment le savoir. Et puis ça veut dire aussi qu'on peut trouver des moyens de les corriger. Oui, bien sûr. Mais on a en plus, chacun d'entre nous, d'après l'astrologie védique, on a une intuition. L'intuition n'est pas réservée, on a une lumière intérieure, l'intuition n'est pas réservée aux voyants, aux médiums, aux astrologues. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir justement que la meilleure chose qu'un astrologue védique puisse faire pour un client, paradoxalement, c'est de ne pas avoir à lui reparler. C'est-à-dire que si les remèdes fonctionnent bien, la personne devient autonome. Moi, le but, c'est que justement, les personnes deviennent autonomes, c'est-à-dire se connectent à leur lumière intérieure, à cette force qu'on appelle en astrologie védique le maître de la 9e maison. La 9e maison, c'est la maison de la guidance, hein, la maison du gourou en Inde, mais le gourou, dans le sens d'origine, ça veut dire celui qui écarte les ténèbres. C'est-à-dire qu'évidemment aussi, chaque personne, bien sûr, peut faire appel à un astrologue, mais chaque personne a une force d'intuition, de décision, qui est comme un muscle que l'on peut développer. Donc moi, mon intérêt, évidemment, c'est aussi de voir que la personne puisse développer cette force interne. Mais souvent, ça arrive seul. Un autre exemple très concret, puisque je disais tout à l'heure que pour beaucoup de femmes, renforcer Vénus, c'est bien, on va porter un diamant. Tant mieux. Mais je me souviens d'une consultation que j'avais eue avec un jeune couple qui venait d'avoir un bébé. Et j'avais eu une consultation d'abord avec la maman, et je la vois porter ce diamant. Or, dans son thème astral à elle, Vénus, qui correspond au diamant, est une planète de maladie, et pas une planète de santé. Donc je lui dis, écoutez, madame, vous ne devriez pas porter ça. Alors, elle me dit, ah tiens, c'est étrange, pendant les 9 mois de la grossesse, je l'ai spontanément enlevé. Alors par contre, la réaction du père, ça a été de me dire, vous voulez dire que là, j'ai dépensé toutes mes économies sur cette pierre. Heureusement, solution, la pierre était bonne pour le bébé. Ah, donc on l'a attaché au cou du bébé. Donc dès qu'elle a eu l'âge suffisant, la petite s'est retrouvée avec un diamant qui a protégé sa santé. Et la maman avait eu une forme d'abréflexe, en fait, du coup, enfin, pas un réflexe, mais une intuition. Elle avait suivi son intuition pour ça. Une intuition, c'est-à-dire que c'est ça le maître de la 9e maison. Ouais. Il y a vraiment le concept dans le Jyotish, la 9e maison, c'est la maison de la protection. La meilleure protection, c'est notre intuition. Plutôt que se défendre, ou plutôt que d'essayer d'avoir des techniques pour se barricader, chacun d'entre nous a cette puissance spirituelle. C'est pour ça que l'astrologie védique, c'est aussi quelque chose qui dit que chaque personne est spirituelle. On n'est pas tous le Dalai Lama, on n'est pas tous
Nelson Mandela, mais chaque personne a une spiritualité, ça ne dépend pas ni du niveau d'études, ni de la profession. Il y a quelque chose qui demande à être développé parce que, ultimement, est-ce qu'il y a des techniques prévisionnelles en astrologie védique? Oui, bien sûr. On peut même, par exemple, à un moment donné, faire le thème d'une situation. Par exemple, une fois de plus, au milieu de cette pandémie, situation très, très concrète hier soir, où un client qui est aussi un ami m'a appelé, il est allemand, et il se demande s'il doit rester dans le travail qu'il a à l'heure actuelle, où chaque jour il va dans une usine où il y a 1000 personnes. Donc à ce moment-là, j'ai fait le thème au moment où cette personne m'a appelé, ce qu'on appelle un thème prashna, c'est-à-dire on voit au moment où la personne contacte un astrologue védique ce qui se passe dans l'univers, dans la conscience de la personne et dans la vie de la personne à ce moment-là. Je lui ai répondu que là, ce que je voyais, c'était clairement que le virus était présent sur son lieu de travail et qu'il allait tomber malade. Ça, c'est ce que peut voir l'astrologie védique. Maintenant, si, je ne sais pas quelle a été sa décision, si son intuition personnelle lui indique qu'il est protégé et qu'en faisant ses techniques personnelles, il a une protection, c'est à lui de prendre cette décision. Ce qu'on peut voir vers l'astrologie védique dans l'aspect prévisionnel, c'est au moment où la personne pose la question, dans l'état de conscience où la personne s'adresse à l'astrologue, voilà ce qui se passera. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on puisse tout prévoir. La preuve en est, toujours par rapport à l'actualité, que une personne que je considère comme un des meilleurs astrologues védiques au monde avait prévu de faire une conférence à Londres où je devais aller fin avril, donc il n'avait pas prévu ce qui allait se passer. Qu'heureusement, tout n'est pas prévisible. Et jusqu'à quand, justement, quand on parle comme ça de prévision, est-ce que on peut aller, tu parlais tout à l'heure que les Indiens, eux, allaient jusqu'à demander combien de temps ils allaient encore vivre. Donc, en fait, on peut aller jusqu'au bout de la vie de la personne, en fait. On peut lui prévoir un peu ces grandes étapes de vie. Oui, c'est-à-dire que, alors, l'astrologie védique a une perspective assez optimiste qui est que chacun d'entre nous, on a un temps de vie maximum de 120 ans. Ça veut dire qu'on est tous potentiellement des Jeanne Calment. Bon, en réalité, voilà, pour qu'une personne arrive à traverser toutes les 9 périodes planétaires d'une vie, il faudrait 120 ans. Mais ce qui se passe, c'est qu'on peut vraiment arriver à orienter la personne sur, sans aller dans les détails de la date de mort, on peut au moins faire comprendre à la personne les grands cycles de la vie. Par exemple, quand on rentre sous le cycle de Jupiter, les 3 premières années de Jupiter vont être le moment où ce que représente Jupiter, la créativité et aussi la prospérité de la personne est à son maximum. Qui n'a pas envie de traverser le début de Jupiter? Tout le monde. C'est très bien. Hein. Évidemment, les 3 premières années du cycle de Saturne, c'est un petit peu le contrôleur de la destinée. Sa spécialité, c'est de nous faire expérimenter tout ce qui ne va pas dans notre vie. C'est souvent beaucoup moins désirable d'avoir à traverser cette période-là. Mais c'est important que la personne ait une idée de l'ensemble de sa vie et de son évolution, parce que quelque part, si toute la vie était Jupiter, ce serait trop facile. Si c'est trop facile, dans l'astrologie védique, évidemment, ce sont les difficultés et les obstacles qui nous amènent à développer notre force intérieure et à trouver en nous des ressources que on ne savait pas que l'on possédait. Donc, je dis souvent aux personnes que un thème astral dans lequel on n'aurait que des carrés d'as, ce n'est pas souhaitable. Ou parfois, on le voit chez des personnes célèbres qui ont la richesse, la beauté, etc. Et puis, on voit dans leur parcours de vie qu'à 50 ans, ils font une bêtise qu'un enfant de 5 ans ne ferait pas. Pourquoi? Parce que tout a été facile. Quand c'est trop facile, il n'y a pas d'évolution. Quand la conscience ou l'âme ne rencontre pas des obstacles, il n'y a pas la capacité à, en réalité, développer une force d'autonomie et une force de caractère. Donc c'est vrai que pour répondre clairement à ta question, oui, j'essaye de faire comprendre aux gens
le plan, le scénario, c'est-à-dire la succession des périodes jusqu'à la fin de la vie. Et à partir de là, évidemment, notamment dans des décisions concrètes par rapport à la carrière ou par rapport à la relation amoureuse, etc., ça permet de se projeter sur ce que je peux accomplir dans cette vie. Puisque, évidemment, l'idée centrale de l'astrologie védique, comme dans les Védas, c'est qu'une vie humaine a quatre buts essentiels. Dharma, Artha, Kama et Moksha. Dharma, c'est la vocation de la personne. C'est vraiment essayer de répondre à la question qu'est-ce que je viens faire sur cette terre? En quelque sorte, la mission de vie de la personne. Ça, c'est pas pour rien que c'est le premier but, c'est le plus important. C'est vrai que du point de vue de l'astrologie védique, une vie où on ne connaît pas son dharma, c'est une vie dans laquelle on marche au brouillard, dans l'incertitude, et ça peut aller jusqu'à donner certains symptômes. La dépression, dans l'astrologie védique, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son dharma. À l'extrême, suicide. Le suicide, c'est ce qui arrive quand une personne est totalement incapable de se connecter à sa mission de vie ou sa mission d'âme. Une fois que la personne a trouvé sa vocation, et évidemment, là c'est différent de personne à personne. Certaines personnes à 18 ans savent pourquoi elles sont là et ce qu'elles veulent faire. Pour certaines personnes, je tiens à leur expliquer, écoutez, vous avez l'impression qu'à 50 ans, vous tournez en rond et vous savez toujours pas, mais d'après votre scénario de vie, c'est à cet âge-là, c'est maintenant que vous y arrivez. Donc il y a ce concept aussi de personnes qui sont faites pour, comme on dit en anglais, late bloomers, c'est-à-dire s'épanouir sur le tard. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Du point de vue de l'astrologie védique, il n'y a pas de jugement. Chacun d'entre nous est une création absolument unique. Et puis ensuite, deuxième but, Artha. Artha, ça veut dire littéralement la richesse, mais ça veut dire la réussite, être apprécié par les autres pour sa compétence. C'est un but légitime de tout être humain que d'être apprécié et reconnu pour sa valeur et sa compétence et d'avoir la prospérité qui va de pair avec cela. Troisième but, Kama, qui évidemment est devenu célèbre avec le Kama Sutra, c'est-à-dire l'assouvissement des désirs d'une personne. À partir du moment où je ne fais pas souffrir quelqu'un pour obtenir l'assouvissement de mes désirs, que ce soit sexualité, famille, procréation, etc., c'est tout à fait légitime comme but. Et puis quatrième but, moksha. Alors là, on revient sur l'origine spirituelle du Jyotish, qui veut dire à l'origine la libération du cycle des renaissances. Donc ça, c'est plus un concept hindouiste ou bouddhiste, mais concrètement, ce que ça veut dire, ou ce que j'essaie d'expliquer aux gens, ça veut dire que il y a certaines choses dans notre vie que ni un beau compte en banque, ni une bonne carrière ne vont réussir à résoudre. Ça aussi, c'est important. Et donc, en quelque sorte, dans la vision du Jyotish, à chaque but a sa période. Il y a une période pour trouver sa mission de vie, il y a une période pour réussir, il y a une période pour assouvir ses désirs, et il y a une période, et des périodes aussi, où naturellement, on est confronté à une recherche personnelle qui nous oblige à vouloir se libérer de certaines souffrances qu'on porte en nous. D'après l'Inde, on les amène parfois de la vie passée, où elles peuvent être héritées de nos ancêtres, ou de la dynamique ancestrale, familiale, etc. Donc voilà, c'est là que cette idée d'un timing précis qui est unique pour chacun, elle permet notamment de sortir de la comparaison. Il n'y a aucune raison de se comparer. Si un enfant, comme je vois souvent avec des parents et des enfants, certains parents ont l'impression que parce que à 25 ans, l'enfant sait toujours pas ce qu'il veut faire, c'est un échec. Mais moi, quand je regarde le thème astral, je vois que cet enfant vient de traverser une période tellement difficile qui est tombé juste quand il avait 18 ans, que c'est uniquement quand il en sera sorti qu'il arrivera à trouver son potentiel. Ça, évidemment, malheureusement, les conseillers d'éducation ne pratiquent pas encore l'astrologie védique, donc il faudrait changer notre perspective aussi sur l'éducation, l'évolution d'un enfant, parce que du point de vue de l'astrologie védique, un enfant, c'est pas un enfant. Un enfant, c'est une incarnation, et cette incarnation, elle a son propre timing, et évidemment, les parents peuvent faire ce qu'il faut pour les aider, mais cette personne-là a déjà une destinée qui est totalement unique et qui lui appartient. Après, le savoir, justement, savoir qu'on a notre propre destinée et que peut-être que c'est pas le bon moment actuellement de faire ci ou de faire ça, déjà, ça soulage aussi d'un certain poids.
Par exemple, quand on a des choix de carrière à faire ou des décisions professionnelles à prendre qui sont hyper importantes, peut-être de faire son thème et de savoir que c'est peut-être pas le moment, soit de changer de métier ou soit de prendre telle décision, ça peut soulager d'un certain poids, éviter aussi une culpabilité qui peut Tout à exister. fait. C'est une très bonne question parce que, je vais dire, la plupart d'entre nous, l'orientation qu'on a dans la vie, c'est d'essayer d'avoir le moins d'obstacles possible et de faire ce qui est le plus facilement atteignable ou réalisable. Mais, par exemple, il y a un exemple célèbre, je suis sûr que parmi vos auditeurs, beaucoup ont dû lire l'autobiographie d'un yogi de Yogananda. Alors Yogananda, qui a été un des premiers à amener le yoga en Inde, il était célèbre parce que son gourou, son maître, était un grand jyotishi, un grand astrologue védique du XXe siècle. Et il avait la spécialité de demander à son maître et son astrologue quel est le pire moment et le pire endroit et quelle serait la chose la plus difficile que je pourrais essayer de faire à tel moment. histoire de montrer qui est le boss. Bon, alors je vais dire, évidemment, à part si on a cette force de caractère et qu'on veut essayer en quelque sorte de braver la tempête, ce qui est important, c'est ça, c'est de voir que, comme je disais tout à l'heure, dans l'astrologie védique, on peut faire quelque chose au mauvais moment et éventuellement au mauvais endroit, ou avec la mauvaise personne, dans un partenariat qui ne convient pas. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a essayé de faire n'est pas la bonne chose. Donc ça vaut la peine de savoir quand est-ce qu'on peut soit réessayer, soit faire quelque chose de différent. Et toute la question, c'est justement de voir. Donc ça, en Inde, c'est aussi dans l'astrologie védique quelque chose qui a été très développé, qu'on appelle une des branches de l'astrologie védique, le muhurta, c'est-à-dire calculer le meilleur moment. La personne contacte l'astrologue avec un projet, je sais pas, je veux ouvrir un restaurant, et on va calculer parfois dans le détail, même jusqu'au jour, parce que dans l'astrologie védique, un événement, c'est comme un bébé. C'est-à-dire qu'on peut calculer, et on doit calculer le meilleur moment pour mettre au monde quelque chose. Quand vous vous mariez, dans l'astrologie védique, le jour du mariage peut, d'après les textes que j'ai consultés, modifier jusqu'à 50% de la dynamique entre deux personnes. Donc c'est quand même sympathique d'essayer de choisir le meilleur jour possible pour que ça se passe bien. Mais en fait, chaque chose fonctionne comme ça. En particulier dans ma clientèle, certaines personnes qui sont très connectées à l'Inde ou par exemple sur le territoire français, j'ai pas mal de clients qui sont originaires de La Réunion. Si certains m'écoutent, je leur envoie le bonjour. Pourquoi? Parce que La Réunion, il y a toute une communauté hindoue qui est d'origine indienne et qui connaît ces choses-là. Donc fréquemment, eux me contactent comme le feraient des Indiens vis-à-vis de leur astrologue, c'est-à-dire ils me demandent, voilà, je veux ouvrir mon restaurant, calculez-moi à l'heure près. Le meilleur moment, c'est-à-dire le moment où le ciel astral, au moment où je commence quelque chose, est le meilleur. Une autre application, ça peut être si vous devez avoir une opération chirurgicale. Dans l'astrologie védique, ce qu'on appelle la force de vie, le prana de vie, circule à différents endroits du corps selon le jour lunaire. Si, par exemple, on a tous entendu parler de certaines personnes, par exemple, qui ont eu une opération chirurgicale mineure, et les complications, parfois, peuvent aller jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que si on incise et qu'on ouvre le corps au moment où la force protectrice réside, par exemple, dans le poignet, quelqu'un peut mourir d'une opération du poignet. Donc, traditionnellement, les astrologues en Inde calculaient, quand il y avait une opération chirurgicale majeure, le jour où le risque va être minimisé. Tout ça, bien évidemment, c'est spécifique à la personne et les règles ne sont jamais générales ou applicables à tout le monde. Donc oui, il y a toute cette science du calcul où évidemment, il ne faut pas non plus en devenir esclave. Parce que sinon, comme disait un de mes formateurs, à ce moment-là, on ne peut plus aller aux toilettes sans consulter un calendrier astrologique. Donc, sans appeler son astrologue, voilà, ce qui est embêtant. Sans appeler son astrologue. Donc il faut, mais effectivement, quand même en restant raisonnable pour les choses très importantes de la vie, comme par exemple l'emménagement dans un lieu. Ça aussi, le premier jour où j'emménage dans un appartement ou dans une maison,
Il faut idéalement que ça soit le jour de la planète la plus bénéfique, parce que ce jour-là, la connexion qui se fait entre moi et ce lieu va se faire, en quelque sorte, sous mon énergie préférée, et ça va colorer tout le reste de ma relation avec cet appartement ou cette maison, si le premier contact est positif. Waouh, ça donne plein de belles perspectives, tout ça, parce qu'on se dit finalement, ça veut dire que en jouant sur pas grand-chose, parfois on peut changer du tout au tout finalement. Oui, il y a une histoire célèbre dont les Indiens ont un peu tendance à se glorifier, c'est que au moment de la partition de l'Inde, Nehru, le premier ministre de l'Inde à l'époque, il était très féru en astrologie védique et il a vu le jour qui avait été proposé par les Anglais. Et ce jour-là devait être le jour de constitution, donc la date de naissance de l'Inde et du Pakistan. Il a vu ça et il a dit non. Le Pakistan, ok, mais nous, ça sera 24 heures après. Regardez les deux pays, les destinées, à quel point elles sont différentes. Donc effectivement, rien à voir. Le moment de naissance, comme avec un bébé, donne naissance à toute chose. Mais une fois de plus, j'ai un exemple inverse qui est un de mes collègues américains qui a essayé de contrôler l'heure de naissance du bébé, de sa femme, pour essayer de voir si on pouvait arriver à manipuler les choses. Tout s'est écroulé. Rien ne s'est passé comme prévu, donc on ne peut pas non plus contrôler l'univers. Et il y a parfois une chose avec laquelle travaillent beaucoup les astrologues védiques aussi, c'est ce qu'on appelle les synchronicités, qu'on appelle en sanskrit les nimitti. Alors ça, c'est très important à tel point qu'on dit qu'autrefois, les astrologues védiques, ils regardaient pas tellement le thème de leur client. Ils allaient à pied chez le client et en route, en chemin, ils regardaient les signes de la nature, les animaux, les phénomènes météorologiques. Et en arrivant, c'est bon, ils avaient toute l'information. Alors évidemment, moi, dans ma pratique, je ne peux pas faire ça. Mais ça se passe quand même naturellement. Je vous donne un exemple. Ce matin, j'avais une personne qui a pour projet de changer de profession, de passer de la restauration à l'événementiel autour de la musique. Et le centre de la conversation, c'était de savoir si c'était le bon moment. Évidemment, pas tout de suite maintenant, tant qu'on est dans le confinement et la pandémie, mais à l'automne prochain. Alors évidemment, quand je fais des consultations, j'essaye d'avoir plusieurs sites web ouverts en même temps, de regarder les emails que je reçois pour essayer de voir s'il y a des confirmations et des coïncidences. Au moment où cette personne a commencé à me parler de son projet de créer de la musique, je reçois un message qui s'ouvre sur Facebook qui m'annonce la mort de Manu Dibango, du virus. Ça, c'est une confirmation, c'est un message. Vous voyez. Au moment où une personne me parle de quelque chose, dans ce cas-là, c'est une infirmation. C'est une confirmation que si j'apprends une nouvelle d'un musicien qui meurt, ce n'est absolument pas le moment que la personne se lance dans quelque chose de cet ordre-là. Et là, évidemment, je cherche pas à changer le système de croyance de chaque personne, mais le jyotish part de l'idée aussi que quand nous avons une intention, l'univers ou la conscience est prête à nous donner des indications. Il faut inviter ce genre de choses. On ne vit pas tous dans des parcs naturels où on peut voir des aigles, des loups, etc. Mais ce genre de choses est disponible autour de nous. Il suffit de regarder les objets qui se présentent, les messages sur l'Internet. Donc il y a, comme je vous disais tout à l'heure, l'idée que fondamentalement, au bout d'un moment, l'astrologue, il est là pour mettre les gens sur les rails de leur intuition et de leur apprendre par eux-mêmes, soit à lire le thème astral, ça c'est possible, d'apprendre. On dit qu'autrefois, justement, les gens avaient sur leur autel personnel, on prend le thème astral et chaque jour on le regarde, on médite dessus. C'est une sorte de méditation, comme essayer de se connecter à sa destinée. Donc ça, c'est aussi parfois des choses que je conseille, de faire imprimer et de faire encadrer son thème astral et régulièrement de le regarder, même si fondamentalement on ne sait pas lire les détails. C'est une manière de se connecter. Ou par exemple, alors là, évidemment avec la lumière artificielle c'est plus difficile, chacun d'entre nous a une étoile de naissance.
Cette étoile de naissance, dans le thème astral, c'est en quelque sorte la partie du ciel qui guide notre incarnation, qui nous donne une certaine force, une certaine capacité. Quand j'organise des ateliers ou des stages, si possible dans la nature, j'essaie de dire aux gens, et c'est possible aujourd'hui, puisque dans le monde actuel, il y a même des applications qui vous donnent le ciel astral et qui vous permettent de repérer, ça c'est le bon côté du monde moderne, c'est possible de méditer sur la lumière de son étoile. C'est possible de connecter notre troisième œil avec la lumière de l'étoile qui guide notre destinée. Comment on fait pour connaître son étoile? C'est clairement visible dans le thème astral. Okay. L'étoile, si tu veux, la manière de voir le ciel des anciens astrologues védiques, c'est que le ciel est comme une gigantesque orange avec 28 quartiers d'orange. C'est l'origine des 28 jours lunaires. Autrefois, quand le calendrier était lunaire, c'est pour ça qu'on a le 28 février, le 29 février. Ces 28 quartiers d'orange, c'est les 28 forces fondamentales de la destinée et de l'incarnation. Chacun d'entre nous, on a un quartier d'orange qui nous guide. Donc, une des grandes choses que l'astrologue peut apporter, c'est que la personne comprenne qu'elle a une certaine forme d'énergie qui est l'énergie qu'elle porte dans son psychisme et dans son incarnation. Et c'est pareil, les 28 quartiers d'orange, on est sans jugement. Mais pour donner un exemple très concret, le quartier d'orange qui me concerne moi, et qui est le mien, je le connais bien sûr, mais je vois parfois des clients qui me disent qu'ils ont beaucoup de mal dans leur relation amoureuse parce que leur partenaire ne comprend pas pourquoi elle a tant besoin, ou il a tant besoin d'isolement. Or, c'est déjà écrit dans l'astrologie védique que quand quelqu'un a comme étoile de naissance Shatabishak, cette partie du ciel qui est la fin du Verseau, cette personne-là a besoin, pour se régénérer psychiquement, de périodes d'isolement absolu où personne, même le partenaire intime, ne peut pénétrer. C'est un peu comme un cosmonaute avec un sas de sécurité. Si on connaît cet élément, en général, quand j'explique ça aux personnes, je dis « Ah, voilà pourquoi ». C'est pas quelque chose qu'on peut changer. Il y a une partie où on doit s'accepter avec une certaine spécificité, et si on essaye de trouver des méthodes pour changer, pour faire en sorte qu'on n'ait pas autant besoin régulièrement de se retrouver seul, on va échouer. Parce que par définition, si on essaye d'aller contre le thème astral, ça ne tiendra pas. Évidemment. Ce que je remarque dans tout ce que tu dis, c'est que de la même manière qu'on le remarque, nous, en tant que praticiennes en Ayurveda, l'Ayurveda, en tout cas, et le Jyotish également, c'est une formidable manière de comprendre comment on fonctionne, de comprendre comment on est, pour pouvoir ensuite adapter notre environnement, adapter notre manière de vivre dans l'objectif de respecter qui on est. Exactement, et c'est là qu'il y a une très belle dynamique, bien sûr, pour quelqu'un qui connaît déjà l'Ayurveda, d'apprendre l'astrologie védique, parce que, par exemple, il y a des planètes Vata, il y a des planètes Pitta, et il y a des planètes Kapha. Donc, il est évident qu'on peut voir le jeu des énergies et le jeu des énergies dans notre vie. Par exemple, il est normal, pour reprendre l'exemple que j'utilisais tout à l'heure, quand on rentre dans les 3 premières années du cycle de Jupiter, Jupiter c'est la planète Kapha. Si quelqu'un s'étonne de prendre du poids à ce moment-là, c'est pas étonnant. À l'inverse, Saturne, c'est le grand yogi, c'est le yogi ascétique, il est connecté à Vata. On perd facilement du poids quand on rentre sous les 3 premières années de Saturne. C'est normal, mais ça peut être problématique pour quelqu'un, s'il y a déjà un Vata important. C'est là que, toujours, dans le passé, les médecins ayurvédiques ont toujours utilisé le Jyotish pour comprendre à quel moment une planète, par exemple, peut amener la guérison. Qu'est-ce qu'on peut voir sur la possibilité de guérison de cette personne? Si on sait que à l'horizon, dans 6 mois, il y a ce qu'on appelle le maître de la santé, la planète d'ascendant, qui va arriver, là c'est un prognostic qui est très utile, puisque ça permet de comprendre qu'en gros, et de travailler comme si la personne avait 6 mois de temps difficile, où il va falloir contrôler son alimentation, avoir des règles strictes,
pour qu'ensuite arrive la guérison. Ce n'est évidemment pas la même approche quand on a quelqu'un dont on voit dans le thème astral qu'il va y avoir une longue période difficile de 4-5 ans. Il s'agit surtout pas de le dire, mais il s'agit de comprendre qu'on ne peut pas imposer à la personne des règles trop ascétiques que personne ne va pouvoir garder pendant 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Donc on va bien évidemment travailler différemment selon les indications, surtout au niveau du timing. Et puis pour reprendre un élément, par exemple, que j'ai eu concrètement ce matin avec cette personne qui me demandait de regarder ses enfants. Un des 4 enfants a des problèmes de digestion vraiment importants, puisque c'est vraiment des douleurs post-digestives, etc. Alors bien sûr, l'Ayurveda peut très bien comprendre ce qui se passe, mais comme j'étais là à distance et que je n'étais pas en personne et que je ne voyais pas l'enfant, je pouvais voir que par le thème astral. Qu'est-ce qu'on voit dans ce thème astral ? Exemple un peu similaire à ce dont on parlait tout à l'heure, Mars, très mal placé, Mars, vésicule biliaire. On est sur la Suisse, c'est-à-dire un endroit où l'enfant mange beaucoup de fromage. Il n'y a rien de pire pour la vésicule biliaire que les protéines et la graisse du lait de vache. Donc on voit tout de suite la correspondance et juste sur la base de la position planétaire, on peut aller jusqu'à changer les indications de la nutrition. Mais c'est pas seulement cet aspect-là, parce que quand on connaît un peu les correspondants, Mars, c'est la colère de Pitta. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette petite ? Il y a 3 ans, les parents ont divorcé. Donc ça permet de faire comprendre au père, oui, bien sûr, c'est des problèmes digestifs, mais il n'y a pas que ça. Il y a la réalité, c'est-à-dire que la petite, elle est allée mettre l'excès de Pitta, elle est allée le loger à l'intérieur de la vésicule, et ça reste en elle comme frustration. Bonne nouvelle, elle vient de commencer les arts martiaux. Donc, on enlève le fromage de vache et il y a les arts martiaux. Ça on va pouvoir équilibrer. Tout ira bien. Pour les personnes qui nous écoutent en ce moment et qui ont l'habitude de nous entendre parler d'Ayurveda, nous on donne beaucoup de conseils pratiques en termes d'hygiène de vie, de diététique, de phyto, etc. Et toi, tu viens là rajouter semer une petite graine avec le Jyotish. Est-ce que quand on a une problématique de santé, quand on a une problématique dans notre vie courante, etc., qu'est-ce qu'on se dit ? Est-ce qu'on se dit, je vais d'abord essayer de travailler sur mon hygiène de vie, sur ma phyto, sur ma diététique, ou est-ce qu'on se dit, ben tiens, allez, je vais tout de suite aller consulter un Jyotish et puis ça va me donner les indications pour la suite. Comment on doit prendre la chose ? Bon, il y a des règles simples quand même, parce que même si tout est individualisé, il y a des choses quand même qui peuvent être applicables pour chacun d'entre nous. Par exemple, ça on l'a hérité des Romains, du temps des Romains et des Grecs qui avaient compris que chaque jour de la semaine correspond à une énergie planétaire. La Lune le lundi, Mars le mardi, Mercure le mercredi, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi c'est Saturne et dimanche, Sunday en anglais, c'est le jour solaire. Quand on connaît un peu, et ça je peux les indiquer aux auditeurs rapidement, les correspondances par rapport à l'Ayurveda et aux organes et aux parties du corps. La Lune, c'est la digestion, c'est l'estomac. Mars, c'est le sang et la vésicule biliaire. Mercure, c'est le système nerveux et les poumons. Jupiter, c'est le foie et le pancréas, et également la graisse. Vendredi, c'est le jour gynécologique et c'est les reins et le métabolisme de l'eau. Samedi, Saturne, c'est les os et les articulations. Dimanche, le soleil, c'est le cœur, c'est la vision et c'est Agni, la chaleur corporelle. Quand on connaît ça, une technique simple dans l'astrologie védique, c'est que si on jeûne ou si on prend une nourriture très facile le jour de l'énergie concernée, on va renforcer cette énergie. Parce que l'idée, c'est que si on ne surcharge pas le corps physique, on permet à l'énergie planétaire de se recharger. Donc fréquemment, quand je vois des gens qui me disent j'ai une digestion qui est très difficile, j'ai beaucoup de brûlures d'estomac ou de douleurs digestives, etc., je leur dis le lundi, soit vous jeûnez, soit vous faites une monodiète, soit vous mangez du kichari ou une recette ayurvédique très facile à digérer,
Parce que l'idée, c'est que si vous déséquilibrez votre estomac le lundi, ça fait effet domino sur toute la semaine. Donc au contraire, là, par exemple, on peut simplement travailler peut-être plus avec une monodiète, parce que le jeûne pour Vata, il faut faire attention, et ainsi de suite avec les autres jours de la semaine. Donc ça, c'est un point commun qui est beaucoup utilisé entre l'Ayurveda et le Jyotish et qui est valable pour tout le monde. C'est l'idée de alléger la charge de la digestion pour permettre à une énergie un petit peu plus subtile de se régénérer. Si on prend un autre exemple, quelque chose qui fait rigoler les astrologues védiques quand ils entendent parler des occidentaux, c'est que nous, on se marie un samedi et en général, hein, et on dépense notre argent le samedi. Alors là, ils ont envie de s'arracher les cheveux. Parce que l'essence de Saturne, par exemple, je me suis toujours demandé si les Juifs, si c'était d'origine astrologique, l'idée du Shabbat. C'est parfait. Saturne, c'est une planète de repos, de recentrage, de calme, de yoga. C'est le maître du yoga, par exemple, du Hatha Yoga. Donc, le samedi, naturellement, quand vous allez en Inde et au Népal, c'est le jour où les gens bossent pas. C'est le jour où on ne dépense pas trop, ni son énergie, ni son argent. Donc, par exemple, quand on a des problèmes articulaires, quand on a des douleurs lombaires, d'une manière générale, je peux vous dire, arrêtez de courir comme un poulet sans tête le samedi en faisant les courses à droite à gauche. N'achetez pas des objets importants comme un ordinateur ou une voiture un samedi, c'est une horreur. Et gardez ce jour, par exemple, pour faire, du point de vue de l'astrologie védique, si vous faites une pratique de yoga tous les samedis, elle aura plus d'impact que si vous essayez de faire 3 jours de yoga le restant de la semaine. Parce qu'il y a une correspondance entre une activité et l'énergie particulière de la planète. Même chose sur ce que je vous disais tout à l'heure, le dimanche. Presque tout le monde, à part des personnes qui me diraient « Non, je n'ai absolument pas de problème de confiance en moi ». Ok, alors c'est bien, vous êtes à part. Mais si on considère que chacun d'entre nous peut avoir un petit peu plus de confiance en soi, c'est simple, sortir dans la nature tous les dimanches. C'est la connexion naturelle entre la force solaire et les 5 éléments. Si à l'inverse, quelqu'un reste enfermé à regarder Netflix ou même des émissions sur l'Ayurveda le dimanche, ça ne marche pas. Et dès le lundi, il y a quelque chose au niveau du puzzle astrologique qui manque à l'intérieur de la personne. Donc samedi, on fait du yoga. Dimanche, on sort dans la nature. Lundi, donc j'ai envie de savoir du coup. Voilà, lundi c'est aussi le jour de l'eau, hein, donc la lune, l'essence de la lune c'est aquatique, c'est l'eau, donc on peut aller se baigner, on peut passer du temps près de l'eau, marcher près de l'eau, évidemment pour ceux qui ont la chance de vivre au bord de la mer, c'est parfait, et puis on lève le pied sur la digestion. Mardi, l'essence de Mars c'est l'activité, le mardi on transpire. Peu importe qu'on fait des pompes, qu'on va au sauna, qu'on va au hammam, que là, pour le coup, on va faire 50 courses différentes en levant des chariots et des sacs de courses, mais on fait sortir l'excès d'énergie via les pores de la peau. Le mercredi, Mercure, son essence, c'est la communication. On parle, on communique, on écrit. On sait aussi la technologie, donc gardez vos emails et toutes les choses très importantes de communication que vous avez à faire, gardez-le pour le mercredi. Le jeudi, on crée. L'essence de Jupiter, c'est la création. Si on passe un jeudi sans rien faire de créatif, il manque quelque chose. C'est aussi autrefois le jour des enfants. Si vous regardez les actualités avant les années 50, le jour des enfants, c'était pas le mercredi, c'était jeudi. Il y avait une bonne compréhension peut-être naturelle, et les enfants, c'est un réservoir naturel de créativité, de spontanéité. Donc ça peut être aussi le jeudi de passer du temps avec les enfants parce qu'ils sont naturellement créatifs. Et le vendredi, l'essence de Vénus, c'est le fun, c'est le bien-être, c'est la sensualité, c'est la détente, c'est le plaisir. Donc là, même chose. Si le vendredi, surtout une femme, ne fait que bosser et le soir, plateau télé et au lit, ça ne marche pas. Vénus n'est pas contente et il manque quelque chose au niveau du plaisir de vivre, de la joie de vivre, de la sensualité. Donc il suffit d'aller dans un musée, ou il suffit d'aller danser, ou il suffit de se payer un bon restaurant le vendredi pour
Vous voyez, c'est très simple. Bien sûr qu'on peut faire du jyotish compliqué en demandant aux gens de réciter des mantras védiques en sanskrit que personne ne peut prononcer. J'essaye de ne pas faire ça. J'essaye de faire comprendre que ces techniques-là, en fait, elles sont d'essence universelle et elles touchent à des choses que nous avons tous la capacité de voir et d'expérimenter. Mais comme je dis à mes clients, il faudra le voir pour le croire. Allez danser tous les vendredis et vous allez voir dans 6 mois, par réverbération, à quel point ça change la manière de sentir pendant le restant de la semaine et toute la vie. Bon, bah, je sais ce que je vais faire vendredi soir. Hein. Voilà. Très bien. Eh bien, nous arrivons sur nos dernières questions du podcast, qui sont un peu nos questions rituelles. On voulait te demander quels sont tes rituels ayurvédiques ou du coup plus liés à l'astrologie védique pour être en bonne santé. Alors, la règle sacrée pour moi, comme dans mon astrologie médicale, le point faible, c'est le soleil, c'est la force solaire. C'est effectivement pour moi de sortir tous les dimanches dans la nature avec armé d'un mantra védique qui est le grand mantra solaire, qui s'appelle mantra Gayatri, qui est l'essence du soleil, et par exemple, m'assurer de réciter ce mantra en pleine nature, face au soleil, tous les dimanches. C'est quelque chose qu'évidemment j'ai appris au cours de mes études de Jyotish, et puis c'est un mantra qui est très connecté à la pratique de l'astrologie parce que ça permet d'ouvrir le canal intuitif et de se connecter aux planètes. Sinon, effectivement, le restant de la semaine, j'ai gardé la base ayurvédique. J'ai la chance d'avoir une compagne qui est nutritionniste et spécialiste de la nutrition ayurvédique, donc on mange très très bien. J'ai une prédilection, c'est vrai, pour le travail avec le son. Je pense que de la même manière, les mantras et la mantra-thérapie, qui pendant longtemps a été quelque chose qui, peut-être la conscience collective en Occident n'était pas prête. Quand je parlais de mantra-thérapie il y a 10 ans, les gens me regardaient comme si j'étais un illuminé. Aujourd'hui, je vois des stages de mantra-thérapie, des stages de yoga du son, etc. Donc je pense qu'à mesure qu'on avance, les gens sont de plus en plus prêts pour travailler avec des modalités subtiles. Et je crois que le son, c'est ce qu'il y a de plus subtil. En plus, la méditation avec le son, ça coûte rien. Il n'y a pas besoin d'acheter quelque chose de particulier. Il suffit de recevoir le bon mantra. Donc, j'essaye beaucoup aussi de pratiquer les mantras, de les perfectionner. Parce que pour pouvoir être en mesure de conseiller des choses aux gens, il faut les expérimenter soi-même, d'abord. C'est des mantras qui sont plutôt chantés, du coup, ou c'est des mantras qu'on peut juste réciter? En général, je conseille je donne autant que possible un enregistrement avec parfois même un lien YouTube, parce que c'est très bien. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses intéressantes qui sont disponibles, parce qu'il faut d'abord s'imprégner de la vibration du son. Et puis, une fois que ça a été fait et qu'on a mémorisé le mantra, il y a 3 manières, et en général, c'est bien de travailler avec les 3 manières. Soit on récite à voix haute avec une mélodie, soit, comme disent les Asiatiques, on récite de manière à ce qu'il n'y a que le col de la chemise qui entend le son. Et puis, troisièmement, quand on est prêt, s'absorber dans le son de manière silencieuse, c'est évidemment là qu'il y a l'effet le plus puissant. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne, et surtout, il faut voir ce qui parle à la personne et qui lui correspond. Habituellement, on demande à nos invités quels sont tes projets tes projets en cours, tes projets à venir. Okay. Avec toi aujourd'hui, la question elle est peut-être un peu différente parce que j'imagine que tu utilises ton thème astral et l'astrologie védique pour prévoir, pour planifier tes projets, comme tu nous l'expliquais tout à l'heure, parce que c'est le bon moment pour faire telle ou telle chose. Oui, mais par exemple, comme j'arrive dans une conjonction dans mon timing de vie qui est justement une sorte de retour de l'Ayurveda et de la connexion avec l'Ayurveda. Là, un projet qui me tient à cœur, alors qui est mis en suspens à l'heure actuelle, c'est justement j'ai créé des modules qui sont des modules de ce qu'on appelle l'Ayur Jyotish, c'est-à-dire la branche du Jyotish qui est l'astrologie médicale. Donc, ce sera une formation qui est destinée, en fait, à tous les praticiens de thérapie alternative. Évidemment,
thérapie ayurvédique, évidemment praticien en Ayurveda, mais c'est l'idée d'apprendre comment lire le thème de quelqu'un du point de vue de la santé. Et ça peut intéresser un psy, ça peut intéresser un prof de yoga, ça peut intéresser bien sûr un praticien en Ayurveda, ça peut intéresser un acupuncteur. Et j'essaye de présenter les choses pour que aucune connaissance de l'Ayurveda n'est prérequise. Bien sûr, les gens qui connaissent l'Ayurveda vont avoir accès à des couches en plus. Mais ça, essayer de développer cet aspect de l'astrologie médicale, ça c'est le projet numéro 1. Donc ça, normalement, c'est d'ailleurs déjà en place. Ça devait commencer avec une école à Toulon qui s'appelle l'école Veda. Mais j'ai le projet de le faire à plusieurs endroits, ou s'il y a des écoles d'Ayurveda qui sont intéressées par cette approche, je pense que ça peut aider les praticiens d'Ayurveda à avoir un diagnostic encore plus précis et plus sûr. Et puis sur le long terme, évidemment, quand je compare les pays anglophones, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, je devais aller en avril à une conférence britannique d'astrologie védique. Et là, par rapport aux pays anglophones, le Jyotish, l'astrologie védique est très sous-développé dans les pays francophones. Donc évidemment, mon projet là à plus long terme, c'est de créer une école, de former des astrologues védiques. Là, il me faut un peu plus de temps parce qu'il faut écrire tout un curriculum. La somme d'écriture et de travail va être considérable, mais c'est nécessaire parce que je crois que je connais l'astrologie occidentale un petit peu, je respecte cette modalité, mais je pense que dans le contexte actuel, où les gens ont vraiment besoin de trouver de l'orientation dans l'existence, je m'aperçois, vu le succès relatif de ma pratique quand même, je m'aperçois qu'évidemment, je vois que ça répond à un besoin. Il y a quelque chose où, un peu comme avec l'Ayurveda déjà depuis un moment, on a l'impression que les sciences védiques, on est au moment où ça répond exactement aux besoins de l'humanité. Donc finalement, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, il y a juste revenir à une compréhension, à un paradigme qui permet aux gens de retrouver du sens dans leur vie, de comprendre que chaque vie est sacrée, comme disait mon maître d'Ayurveda, chaque client c'est Dieu, ça c'est très important, chaque personne en fait c'est la conscience universelle incarnée, et on a la chance que, même si on est dans une époque très avancée, le génie des Asiatiques, ça a été de savoir conserver pendant des millénaires, de gourou à disciple, de maître à disciple, exactement la même tradition qu'il y a des centaines et des milliers d'années, même s'il faut adapter le message. Essentiellement, quand je consulte des livres de Jyotish, c'est exactement ce qui a été écrit il y a 3500 ans par Parashara. Et c'est remarquable. Il y a même, peut-être pour finir là-dessus, c'est un peu une légende, mais l'idée que certains astrologues de l'astrologie védique il y a des milliers d'années étaient tellement avancés que ils avaient déjà écrit le thème des personnes qui allaient venir dans le futur. Et la légende dit que si vous avez le karma, vous pouvez aller en Inde, consulter ce qu'on appelle les palm leaves, les feuilles de palmier, et il y a une feuille de palmier où le thème de Nathalie et de Lorraine a déjà été écrit il y a des milliers d'années par quelqu'un. Alors ça ferait un sujet de roman ou de film intéressant. Complètement. J'ai rencontré une fois en France un prof de yoga qui m'a juré ou assuré que ça lui était arrivé. Mais le corollaire, c'est qu'une fois qu'il a eu sa feuille de palmier, il a juré de ne jamais révéler où et comment il a trouvé ça. Bon, c'est une point d'interrogation, légende ou pas légende, mais c'est intéressant de voir ça comme un symbole du lien. Il y a un lien très fort entre l'époque védique et l'époque actuelle. C'est passionnant. Nous finissons sur notre question que nous avons appelée l'instant de gratitude, et on voudrait te demander qui tu aimerais remercier, ou de manière plus globale, ce que tu aimerais remercier. Alors remercier essentiellement 3 personnes. D'abord Parashara, le fondateur du Jyotish, pour avoir eu un cerveau incroyablement puissant et créer un système dont je pense qu'une vie entière suffira pas
à comprendre tous les intrications et la complexité. Remercier Vasant Lad, qui a été mon mentor en Ayurveda et qui m'a introduit au Jyotish. Et puis remercier ma compagne qui me soutient, parce que le Jyotish, c'est un métier difficile. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par l'astrologie védique en tant que profession, c'est une grosse responsabilité, parce qu'en quelque sorte on devient un petit peu le coach décisionnel des personnes. Donc il faut être très disponible. C'est pas possible de ne pas être là pour répondre à des urgences. Et donc c'est bien d'avoir une compagne qui me soutient. Et puis après, sinon, d'une manière très générale, remercier en fait tous mes clients et tous mes patients. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire quand on pratique ces modalités, c'est vraiment ça, c'est de voir que on apprend tellement de chaque personne. Dans ce sens-là, ça permet vraiment de sortir des carcans de la société. Il y a rien de tel que quelqu'un qui serait avancé spirituellement pas. Parfois, j'ai des consultations avec des personnes qui sont, je sais pas, profs de yoga depuis 25 ans et c'est très ennuyeux. Et parfois, j'ai des consultations avec des femmes de ménage qui ne connaissent rien à tout ça et je m'aperçois que je suis en face de quelqu'un qui est dans une dimension spirituelle incroyable. Donc, c'est rassurant de savoir que on peut pratiquer et être dans un processus d'apprentissage qui n'a pas de fin, parce que finalement, la réalité, elle est infinie. On est tous chaque matin, je vois un kaléidoscope que j'avais jamais vu auparavant et qui ça se passe d'être fascinant. Chaque jour, tu fais un nouveau Rubik's Cube. Exactement. Il faut juste savoir ne pas trop en faire. Et la règle en général, c'est que la plupart des astrologues védiques essayent de ne pas. Faut savoir que le thème d'une personne, c'est à peu près 2 heures de préparation plus 1 heure, donc 3 heures de travail. Donc il faut pas en faire trop, parce que sinon il y a une éthique, il y a une hygiène et quand déjà on voit 3 personnes par jour, je considère que c'est le maximum. Mais c'est pas toujours facile d'expliquer ça à des gens qui ont des urgences et qui ont besoin de réponses rapidement. Donc, il y a des jours, j'aimerais bien pouvoir me démultiplier en 3 ou 4 personnes. D'où le fait de créer une école. Voilà, il faut juste besoin de créer renfort. une école et créer des personnes qui ensuite vont aller se multiplier. Pas comme le virus, mais justement un virus positif. Voilà. Exactement. Un virus de lumière. Eh ben, écoute, Raphaël, merci énormément. Alors, écoute, j'espère que nos auditeurs vont apprécier cet épisode-là. Tu risques d'avoir des personnes qui vont te contacter du podcast, hein. Tu sais que ça... Avec plaisir. Moi, je veux vraiment vous remercier parce que je trouve que le format de l'émission, c'est tellement ouvert et c'est exactement ce dont le monde de l'Ayurveda a besoin. Donc, je sais que dans mes années aux États-Unis, j'avais été très impressionné par la communauté ayurvédique qui existe. Et je trouve que là, vous êtes en train de faire exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire chacun a son école, chacun a sa formation, mais l'essentiel, c'est qu'on ait un lieu dans lequel on peut tous échanger et on peut tous partager nos approches et s'enrichir mutuellement. Donc, franchement, bravo. Si vous n'existez pas, il faudrait vous inventer. Oh, c'est beau, c'est un très beau compliment. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!